Jean-Marie Montagny, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'auteur de Les larmes de Kaboul aux éditions du Cerf, qui est un ouvrage très très personnel qui rappelle quand même 30 années, ou en tout cas 10 années particulièrement, les années 90, de votre expérience en Afghanistan, des années compliquées parce qu'on venait de sortir de la guerre avec l'Union soviétique. Des guerres civiles se sont mises en place, plusieurs guerres civiles se sont mises en place en Afghanistan. Les talibans ont pris le pouvoir en 96, tout ça vous en avez été le témoin. Et puis ce bouquin donc est né il y a peu de temps, enfin il est né une première fois il y a 20 ans si j'ai bien compris. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez décidé de prendre la plume et d'aller au bout finalement de ce récit? Alors c'est vrai, vous avez raison, je l'ai commencé en 2001 en fait, ce livre, quelques mois avant je suivais déjà le commandant Massoud, enfin ou en tout cas j'allais en Afghanistan déjà depuis pas mal d'années. Je suivais le commandant Massoud et j'avais décidé en 2001 de faire un livre que j'ai dû commencer au, au printemps, quelque chose comme ça. Donc comme je suis un petit peu long en écriture, au mois de septembre, j'avais pas très avancé, j'avais fait quelques dizaines de feuillets, une cinquantaine. C'était au sortir de votre rencontre avec le commandant Massoud à Paris, c'est ça? Au printemps Euh, 2001. euh, alors j'avais dû commencer le livre avant en fait, Mhm, parce que je suivais Massoud en Afghanistan déjà depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, c'était au mois d'avril à Paris, quelques mois avant sa mort. c'est ça. Et donc j'avais écrit quelques dizaines de feuillets, et puis il y a eu, vous savez que le 11 septembre a commencé le 9 septembre Bien sûr. en réalité, avec l'assassinat du commandant Massoud. Et très rapidement après la mort de Massoud, des centaines d'articles ont été écrits, et des dizaines de livres sont sortis sur l'Afghanistan. Et pour moi, ça a été une surprise, puisque pendant pas mal d'années, on était quelques très rares journalistes allés en Afghanistan, et d'un seul coup, là, je me suis rendu compte que non, finalement, il y en avait des... Et j'aurais trouvé, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé à l'époque, peut-être à tort, qu'un livre de plus aurait été presque obscène dans toutes ces publications. Donc j'ai décidé d'arrêter, en fait. J'avais pas envie de... Ça me donnait l'impression un peu de me nourrir sur une dépouille. L'idée ne me plaisait pas de sortir le livre à ce moment-là. Donc je l'ai mis de côté. Et puis évidemment, j'y suis retourné pas mal de fois. Et puis quand il s'est passé ces événements depuis un an ou deux, où on sait que les Américains vont se retirer d'Afghanistan, là, à ce moment-là, j'ai compris que l'Afghanistan allait souffrir d'une de ces malédictions. Il y en a au moins six, mais enfin, il y en a une qui est de tomber régulièrement dans des trous de mémoire. Vous savez, l'Afghanistan nous intéresse quand il y a des dates historiques qui font l'actualité internationale. Donc l'invasion soviétique, le retrait soviétique, le 11 septembre, l'invasion américaine, le retrait américain, etc. Mais entre ces dates, la guerre continue, mais tout le monde s'en fout. Et donc je me suis dit qu'après le retrait des Américains, tout le monde s'en foutrait. Mais c'est à peu près le cas parce que j'ai vérifié un petit peu toute la littérature Bien sûr. journalistique depuis septembre et en fait depuis 3 4 mois, il n'y a presque rien ou pas, ou très peu en tout cas, sur l'Afghanistan. Nous à Marianne, on a eu la chance et l'occasion de pouvoir envoyer des journalistes et en septembre et en octobre, mais c'est effectivement très rare de trouver aujourd'hui de la littérature sur ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, d'autant plus que vous le dites très bien dans votre ouvrage, c'est que bon, les talibans sont des Afghans, mais tous les Afghans ne sont pas talibans et que de toute façon, les talibans enfin, selon vous, c'est une idéologie, et c'est une idéologie mortifère qui n'est pas prête de changer. Et que par conséquent, cet oubli, cet abandon, une fois de plus, de la communauté internationale, de l'Occident, on va dire, par rapport au peuple afghan, fait que de toute façon, ce sont les Afghans en premier lieu qui vont payer, et dans un second temps, encore une fois, sans doute les pays occidentaux qui n'ont pas forcément compris le lien que le commandant Massoud, en tout cas c'est ce que vous nous expliquez, tentait de faire à l'époque, c'est-à-dire que si on laisse faire les talibans, il y aura des conséquences dans un second temps, y compris, donc c'est une guerre mondiale, c'était la manière dont il en parlait. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Est-ce que les talibans d'aujourd'hui sont véritablement les mêmes qu'il y a 20 ans? Alors, je vais vous répondre plusieurs choses à ce que vous venez de dire. D'abord, quand on abandonne l'Afghanistan, on a abandonné l'Afghanistan, comme vous le dites, mais c'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'en abandonnant l'Afghanistan, je pense que nous, les démocraties occidentales, et notamment la France, on abandonne nos idéaux, on trahit nos idéaux. Donc on abandonne un peuple à un destin dramatique. Ensuite, quand on abandonne l'Afghanistan, il y a une chose qu'on oublie, et pourtant on devrait regarder dans le rétroviseur, parce que l'histoire nous montre que c'est ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que quelque chose bouge en Afghanistan, il y a une onde de choc en Europe et en Occident. L'Afghanistan des talibans, c'est l'Afghanistan de Ben Laden. On parlait, avant l'enregistrement, on parlait du Soudan. Quand Ben Laden a été chassé du Soudan,
il a trouvé refuge en Afghanistan. C'est en Afghanistan qu'il a préparé les attentats du 11 septembre. C'est en Afghanistan, en 98, qu'il a fait cette fameuse fatwa appelant à frapper les Américains et les intérêts américains partout dans le monde. Il y a eu les attentats au Kenya, en Tanzanie et ailleurs. Donc le terrorisme, l'Afghanistan des talibans en 96 a été pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un pays dont la spécialité était la formation et l'exportation de terroristes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au moins jusqu'en 98, moins après, l'Afghanistan a été le premier pays producteur et exportateur de drogue. C'était pour l'Europe notamment, mais aussi pour l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que la drogue qu'on achetait dans les rues de Paris, en province ou en Europe, venait d'Afghanistan. C'était le premier pays producteur, loin devant les cartels sud-américains. Donc il faut qu'on s'intéresse à l'Afghanistan, parce que ce qui se passe en Afghanistan a des répercussions. Maintenant, sur les talibans. Les talibans, on nous dit en 2001, en 2000, maintenant, là, 21, on nous dit que les talibans ont changé. Ils seraient plus modernes, ça serait des talibans, des espèces de talibans inclusifs. Et donc, on ne peut pas les comparer à ceux de 1996. Alors, c'est pas vrai. Quand on s'oppose aux talibans, on ne s'oppose pas à des individus. On ne s'oppose pas à un individu en particulier, on s'oppose à une idéologie. Et cette idéologie repose au moins sur deux choses. D'abord, c'est une lecture complètement archaïque du Coran. Et ensuite, c'est l'application pure et dure de la charia. Et ensuite, comme les talibans sont de majorité pachtoune, c'est aussi en parallèle de la charia et en parallèle du code civil, c'est l'application du code tribal qui était antérieur au Coran, qui est le pachtoun wali. Aucun des nouveaux talibans, à ma connaissance, aucun des nouveaux talibans n'a renié l'idéologie talibane des années 90. C'est pareil. Qu'est-ce qui a changé en réalité avec ces nouveaux talibans? D'abord, ils maîtrisent mieux les réseaux sociaux. Donc, ils ont essayé de séduire un petit peu l'opinion internationale à travers les réseaux sociaux en disant regardez comme on a changé, tralali, tralala. Et ensuite, ils ont compris aussi que les réseaux sociaux, ça pouvait leur faire du mal. Moi, je me souviens d'une époque où les talibans nous invitaient aux exécutions publiques au stade olympique de Kaboul. Aujourd'hui, ils font plus ça. Les exécutions continuent, mais à huis clos. On le fait plus publiquement. Mais l'idéologie est la même. On le voit enfin, tous les jours, on a des exemples quand on suit l'Afghanistan. Tous les jours, on a des exemples de cette application idéologique. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu contradictoire finalement aussi, enfin, qui ressort de ce livre. On sent que vous êtes, comment dire, presque charnellement impliqué dans ce pays. Il y a quelque chose. Charnellement, on peut le dire. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Et donc il y a un désir d'aider ce peuple afghan qui est complexe, qui est composé de plusieurs ethnies, tribus. Et comme vous venez de le dire, les Pashtuns sont relativement majoritaires, entre 40 et 50%, et ils ont leur fameux leur droit personnel, en tout cas leur culture personnelle, etc., qui est déjà basée très fortement en fait sur la guerre, sur des idéaux assez violents, on va dire. Et la question qui se pose, c'est comment réussir il y a une quadrature du cercle, à résoudre par rapport à ça. Parce que comment amener ne serait-ce qu'une discussion, un dialogue, parler de démocratie, avec un peuple qui culturellement, même en dehors du Coran finalement, ne reconnaît pas finalement cette méthode d'être entre êtres humains justement. Comment on fait dans ces cas-là? Parce que, bien sûr, vous avez beaucoup suivi le commandant Massoud qui mettait en avant cet idéal de démocratie. Il pensait que c'était possible de le faire. Mais là, on se dit, avec autant de difficultés, d'obstacles culturels, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce que c'était simplement un rêve? Alors, je pense que, en tout cas, la paix était un rêve en Afghanistan. Nous, les journalistes qui ont suivi l'Afghanistan depuis le retrait, et même avant d'ailleurs, des troupes soviétiques, on rêvait vraiment de paix en Afghanistan. On espérait qu'en 89, et puis avec le retrait des troupes soviétiques, et en 91 avec la chute du régime communiste à Kaboul, on espérait la paix. Elle a duré 2 mois. Bon, on parlait des Pashtuns majoritaires. L'Afghanistan, moderne en tout cas, c'est-à-dire le royaume afghan tel qu'on le connaît, a toujours été dirigé par des Pashtuns. C'est-à-dire que le recensement de la population a toujours été fait par des Pashtuns. Les autres ethnies, notamment les Tadjiks, dont était issu le commandant Massoud, se demandent si ces recensements de population sont vraiment scientifiquement menés. Donc il y a un petit peu une contestation là-dessus. Maintenant, on parle de démocratie. Est-ce qu'on peut imposer, ou en tout cas, est-ce qu'on peut exporter la démocratie en Afghanistan? Alors très sincèrement, moi je l'ai cru.
C'est peut-être un petit peu notre naïveté d'Européens, en pensant qu'on est beau, intelligent, etc., et qu'on peut exporter tout ça. En revanche, après 20 ans d'occupation américaine, occidentale en Afghanistan, on a dépensé des milliards de dollars, des milliers de milliards de dollars en Afghanistan depuis 2001. On a dépensé plus d'argent que pour reconstruire l'Europe avec le plan Marshall en 1945. C'est complètement dément. Plus d'argent que pour la guerre du Vietnam, plus d'argent que pour la Première Guerre mondiale. Pourquoi en réalité? Pourquoi en réalité? Ce qu'on laisse derrière nous, en dehors de quelques dizaines de milliers de morts, un pays complètement... on laisse une image de la démocratie qui est terrible. On laisse une image... Pour les Afghans, la démocratie est synonyme de corruption. Donc, ouais, il va y avoir du boulot. Donc, c'est peut-être un vœu pieux. Moi, j'y crois encore parce que je pense, toujours naïvement sans doute, je pense que la solution passe par l'éducation. C'est ce qu'avait compris Massoud, mais ce qu'ont compris aussi d'autres Afghans. Parce qu'on parle des Pashtuns. Tous les Pashtuns ne sont pas talibans et tous les Pashtuns ne sont pas fanatiques religieux, évidemment. Je pense que ça peut passer par l'éducation, oui. Mais alors, justement, par rapport à ça, on se rend compte que les grandes puissances ont joué un rôle pour le moins négatif depuis 30 ans, Depuis toujours. Voire depuis toujours, c'est-à-dire depuis même effectivement le 19e siècle. Mais même avant. Et On parlait des malédictions afghanes tout à l'heure. Alors, on en a cité au moins deux, c'est-à-dire les trous de mémoire dans lesquels l'Afghanistan tombe régulièrement. Ensuite, la multiplication des ethnies. Donc, la multiplication des ethnies qui toutes ne parlent pas le même langage. Donc, comment s'entendre déjà quand on ne se comprend pas? Et ensuite, la grande malédiction de l'Afghanistan, c'est sa position géographique, d'être au centre des grands empires. Donc on parle de l'invasion, enfin on parle de la guerre avec les Américains, de la guerre avec les Russes, de la guerre avec les Britanniques, mais enfin ça a commencé avec Alexandre le Grand. bien sûr. C'est une terre d'invasion, puisque tout passe par là. Donc les grandes puissances, oui, sont toujours, les grandes puissances se sont toujours, enfin je pense que les guerres afghanes sont dues en grande partie aux Afghans, évidemment, parce que c'est un peuple de guerriers, de bagarreurs. C'est impossible de les asseoir autour d'une même table et de faire la paix. C'est le village gaulois à côté. C'est oui, oui, au pays des merveilles. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est un pays qui a été complètement déchiré par la grande puissance. Oui, c'était le grand jeu, ce qu'on appelait. Le grand jeu se passait là. Les acteurs ont changé plus tard, mais le grand jeu était là. Et puis surtout, il y a une autre malédiction, c'est le voisinage avec le Pakistan. Oui, on voit bien dans votre ouvrage, vous rappelez, enfin, c'était d'ailleurs un des vœux pieux du commandant Massoud dans une lettre que vous avez été le seul à publier à l'époque dans le Figaro Magazine, je crois, en 98, qui était un appel qui, comme vous le dites, a été très peu, voire pas ni lu ni entendu. Et à la toute fin de cet appel, finalement, le commandant Massoud est très pragmatique, il demande deux choses: que deux ONG viennent donner un coup de main humanitaire, dans la mesure du possible, et la deuxième chose, que la communauté internationale, les grandes puissances occidentales en tout cas, mettent la pression sur le Pakistan. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ce Pakistan continue de jouer ce jeu-là? Et est-ce qu'au fond, c'est eux qui mènent la barque en 2022? Oui, alors moi j'en suis persuadé, d'abord parce que les talibans sont des Afghans, ils sont afghans, ils ont la nationalité afghane, mais en réalité leur âme et leur esprit n'est pas afghan, il est pakistanais. Les talibans ont été créés, formés, éduqués au Pakistan, dans les écoles coraniques au Pakistan, dans des camps d'entraînement militaire au Pakistan, notamment dans la zone tribale. Quand les talibans sont arrivés au mois d'août à Kaboul, quand les chefs talibans sont arrivés au mois d'août à Kaboul, les généraux de l'ISI, des services secrets militaires, étaient avec eux. Ils faisaient partie. D'ailleurs, ça a choqué pas mal d'Afghans, y compris d'Afghans en Europe, en disant c'est la première fois que des Pakistanais arrivent à Kaboul sans visa. C'est-à-dire, ils sont arrivés au gouvernement. Donc oui, ils mènent le jeu, bien sûr. Et concrètement parlant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, vous l'avez dit, pour la France, c'est quand même très particulier, c'est très décevant. C'est-à-dire que longtemps, la France a mis en avant, enfin, comment dire, privilégié ses intérêts commerciaux et particulièrement en termes de vente d'armes avec le Pakistan. On sait qu'avec les États-Unis, il y a pas mal aussi de relations commerciales qui existent. Au fond, moi, la question que je me pose, qui finalement est en filigrane, que ce soit Massoud ou d'autres, se poser la question de savoir, oui, on est passé de l'idéologie communiste mortifère à une idéologie, comment dire, islamiste encore plus mortifère. Mais depuis le début, ce sont les intérêts des grands États qui jouent en premier lieu, en vérité. C'est-à-dire que même l'URSS était parti là-bas, avant tout, bon, d'un point de vue certes géostratégique, géopolitique, pour protéger un petit peu ses frontières, mais aussi pour tout ce qui
tout ce qui se trouvait en Afghanistan. Et aujourd'hui, on voit bien que dès lors qu'il y a des intérêts, on y va. Dès qu'il n'y en a plus, il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'au fond, le système capitaliste tel qu'il fonctionne encore aujourd'hui n'est pas la première des raisons du malheur afghan? Si, probablement, parce que si on continue à parler du Pakistan, puisqu'on peut difficilement parler de l'Afghanistan sans parler du Pakistan, l'Occident a délégué sa politique afghane en 1979 au seul allié qu'on avait et qu'on a toujours dans la région, quand même une région un petit peu secouée, bouleversée, c'est le Pakistan. Le Pakistan à qui la France vend des armes. Pas seulement des armes, enfin c'est un de nos gros clients. Alors ça fait partie de la raison d'État, de la balance commerciale. Si vous vous mettez dans une balance la raison d'État, le poids des contrats d'armes, de nucléaire qu'on vend au Pakistan, et dans l'autre côté de la balance, vous mettez les vies humaines, finalement les vies humaines, ça pèse que dalle, ça pèse le poids des consciences. Et la conscience, ça pèse pas grand-chose. Donc on a des intérêts commerciaux et des intérêts politiques avec le Pakistan. Ça sacrifie les Afghans, dont tout le monde se fout. Après, il y a aussi derrière en filigrane sur ce que vous dites, il y a tout un questionnement au fond sur le journalisme aussi dans cet ouvrage, c'est-à-dire sur l'utilité du travail de journaliste, quoi. C'est-à-dire, on a beau essayer de témoigner, on a beau essayer de faire passer une information, puisque vous le dites, la pire chose qui soit, c'est finalement euh, de créer un monde de bovins, quoi. C'est-à-dire des gens qui ne font plus attention à rien, tellement la violence a été banalisée en Afghanistan. Mais malgré cela, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans que tout ça est informé, témoigné, rien ne se passe concrètement parlant, quoi, ou pas grand-chose. Oui. Quel est votre point de vue aujourd'hui sur le Alors moi, je me rassure en me là-dessus? disant que c'est vrai, on est très, quand on a couvert, vous le savez, quand on couvre un pays pendant des années et des années et des années, et qu'on a l'impression que notre papier va changer le monde, on est forcément un petit peu déçu. Alors après, on vieillit, on se calme un petit peu avec ça, et on se dit que finalement, quand on fait un papier ou un reportage, on n'a pas très envie de changer. On sait qu'on ne changera pas le monde. En revanche, on peut commencer à changer le regard que les lecteurs portent sur l'événement et le monde. Et ce sont les lecteurs qui pourront après changer les choses. Ensuite, je me dis aussi que je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, mais je ne sais pas non plus si grâce à nous, on n'a pas évité le pire encore, si le pire existe, s'il y a pire que ça. Et c'est ce que je me dis, on a un travail utile, c'est notre métier, et puis presque notre... C'est presque une question de principe et d'honneur, c'est quand même de continuer à y aller, même si on a parfois le sentiment que ça ne sert à rien. Vous vous souvenez, quand on a commencé à couvrir la guerre en Bosnie, on se disait ça sert à rien, puis finalement ça a servi à quelque chose. La Somalie, c'était pareil. Et finalement, ça a provoqué l'opération Restore. Ce sont les journalistes qui étaient un petit peu en avant-garde de toutes ces opérations. Donc il faut continuer à le faire, il ne faut pas désespérer, il faut y aller. Et puis l'autre chose, après, je sais pas, en tout cas, ça sert à une chose pour un journaliste comme moi, et puis pour la quasi-totalité de mes confrères qui font du reportage, ça sert au moins nous à ne pas trahir les gens qui nous ont fait confiance. Et justement, le reportage, c'est de plus en plus compliqué. Ouais, On en voit de moins en moins c'est de vrai. monde. C'est vrai, on envoie de moins en moins de Ça monde. fait partie aussi de cette complicité, moi je pense, en tout cas personnellement. Oui, et puis en tout cas, enfin moi je pense, alors là c'est un autre débat, c'est un débat sur la presse. Moi je pense qu'effectivement la presse en ce moment est un peu, enfin elle se fait du mal en restreignant la durée des reportages et le nombre des reportages, oui. Parce qu'en fait ce qu'on attend de nous, c'est aussi de... Nous, il faut qu'on soit capable, je pense qu'un journal, ou en tout cas qu'un journaliste, il faut qu'on soit capable d'aller au bout du monde, quelles que soient les circonstances, quels que soient les dangers, peut-être pour l'éditeur, quel que soit le coût, pour montrer, pour qu'on puisse voyager. Quand on voyage dans un pays comme l'Afghanistan, dans n'importe quel autre pays, en guerre, on voyage pas seulement dans un pays, on voyage au plus profond de l'âme humaine pour montrer ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de ce qu'elle a de plus terrible. Et ça, c'est notre métier, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On est là pour ça. Donc oui, je pense que la presse, effectivement, en ce moment, fait une erreur. Enfin, moi, je vois moins de reportages. Les reportages, nous, on partait, enfin, j'ai l'air de... Ça fait un peu vieux combattant, mais il nous arrivait de partir 1 mois, 2 mois reportage. Aujourd'hui, les reportages sont beaucoup plus courts. Il y a une espèce de culte de l'immédiateté qui fait qu'on a peut-être moins le temps d'aller en profondeur. Maintenant, je tempère ce que je viens de dire en disant que quand j'ai commencé le reportage très jeune, j'entendais les vieux Dire déjà la même chose. qui disaient déjà la même chose. Ouais. À notre époque, c'était tellement mieux. Donc, moi, je crois à l'avenir du reportage. Ouais. Alors aujourd'hui, le reportage à faire, c'est quoi en Afghanistan? C'est d'essayer d'aller dans le Panchir, essayer Oui, 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 moi, je de pense. rencontrer le fils Massoud Oui, et consorts. oui, 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 je pense que c'est le Panchir parce que c'est quand même un lieu. Vous vous rendez compte que cet endroit-là, là, cette toute petite vallée, enfin cette vallée là, qui n'a jamais été prise, quel que soit l'envahisseur, qui n'a jamais été prise,
sauve quand même à chaque fois l'honneur de l'humanité. Parce que quand on se dresse contre une dictature, qu'elle soit communiste ou qu'elle soit religieuse, on ne sauve pas seulement son pays, on ne sauve pas seulement les Afghans, on sauve aussi l'honneur de l'humanité. Massoud, quand il se dresse contre les communistes, contre l'invasion soviétique, il sauve l'honneur de son pays, il sauve l'honneur de l'humanité. Il refuse la barbarie communiste. Lui, musulman, profondément pieux, croyant, pratiquant, se dresse contre le fanatisme des talibans. Encore une fois, il ne sauve pas seulement son pays, il sauve aussi l'honneur de l'islam. Et aujourd'hui, donc, quel est selon vous on va dire, l'avenir politique de ce pays-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'un pays comme la France peut faire? Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Alors j'en sais rien, puis si j'en avais une, enfin, si j'avais une opinion là-dessus, ça serait tellement prétentieux d'arriver avec la martingale pour dire ce que je peux répéter. C'est ce que me disent les gens de la résistance afghane avec qui je parle régulièrement. Eux me disent deux choses, enfin plusieurs choses. D'abord, ne nous oubliez pas, ce qu'on fait régulièrement. Maintenant que les Américains sont partis, on a commencé à oublier. Donc ne nous oubliez pas, continuez à parler de nous. Arrêtez de faire la guerre pour nous. C'est un peuple de guerriers, donc qu'on arrête de projeter des troupes pour faire la guerre pour eux, qu'on les aide. Et ensuite qu'on réfléchisse avec eux et peut-être qu'on fasse pression sur les talibans et qu'on n'a toujours pas reconnu et le Pakistan pour réfléchir à un système. Le fils Massoud pense à un système fédéral par exemple où chacune des ethnies pourrait vivre dans son coin mais conjointement avec les autres et s'entendre. Donc mais vraiment, enfin si la question c'est quel avenir pour l'Afghanistan, moi je suis assez pessimiste en tout cas. Vous parliez de Joseph Kessel, donc, qui a nourri des imaginaires de journalistes français, mais il y a une relation très forte entre la France et l'Afghanistan, et même entre Massoud et l'Afghanistan, à tel point même qu'il est venu, 5 mois avant sa mort, essayer de plaider la cause de l'Alliance du Nord, essayer d'expliquer un petit peu l'importance de son combat. Et en tout cas, selon ce que vous écrivez, ça s'est plus ou moins, enfin plutôt mal passé, quoi, justement. Ah ben ça s'est mal passé. Oui, Massoud aimait beaucoup la France. Il était francophile. Il était un petit peu francophone aussi. Il avait fait ses études au lycée français, donc il parlait le français. Et quand on dit qu'il aimait beaucoup la France, il aimait pas seulement, il la connaissait pas. Donc on parle pas de géographie, on parle des idéaux portés par la France, en tout cas tels que les représentait le commandant Massoud. Et il avait comme ça des personnages très importants dans sa vie, et plusieurs étaient français. Le général de Gaulle, pour lui, c'était vraiment un exemple. Victor Hugo, il aimait beaucoup la poésie, il aimait beaucoup Victor Hugo. Et la France a toujours une relation assez particulière avec l'Afghanistan. Au XIXe siècle, beaucoup de fouilles archéologiques, puisque Alexandre le Grand passait par là, beaucoup de fouilles archéologiques ont été faites par des Français. Il y avait des jumelages entre l'université de Kaboul et des universités françaises, donc il y avait des liens assez forts comme ça, intellectuels, presque plus qu'intellectuels d'ailleurs, affectifs entre la France et l'Afghanistan. Et à la fin des années 90, quand le commandant Massoud a perdu Kaboul, 96 jusqu'à 2000, plusieurs Français ont essayé de le convaincre. À l'époque, il tenait entre 3 et 5% du territoire, il était retranché dans le Panchir, ont essayé de le convaincre que la guerre ne se gagnait plus seulement sur le terrain, mais aussi devant les instances internationales, devant les assemblées, qu'elles soient nationales ou internationales. Et ont essayé, donc des gens comme le général Morillon ou Madelin ont réussi à le convaincre de venir en France plaider sa cause à Paris et devant le Parlement européen. Donc évidemment, pour beaucoup d'entre nous, c'était une joie et une fierté d'ailleurs. C'était une joie qu'il vienne en France, un espoir aussi en se disant ça sera peut-être le miracle, il aura peut-être une aide qui lui permettra de retourner les situations. Et puis une fierté aussi, parce qu'il aimait tellement la France, on était fiers donc de l'accueillir en France. Et en réalité, il a été non accueilli en France. Il a été non accueilli en France. Encore une fois, la raison d'État fait qu'on n'a pas voulu vexer nos alliés dans la région et que Massoud a été très peu reçu. Heureusement, en revanche, il a été très très bien reçu par Nicole Fontaine au Parlement européen. Mais non, non, la France l'a très mal accueilli. D'ailleurs, moi, je l'ai vu au début et à la fin de son séjour, et il était trop fier pour le dire, mais il était très Blessé. déçu. Oui, oui, il était déçu par l'accueil. Ouais. Une dernière question, Jean-Marie Montali. On voit qu'il y a une relation très personnelle avec Massoud. C'est quelqu'un que vous avez suivi. Vous êtes un des journalistes qui l'avait le plus suivi. Vous avez eu, donc, ce que je disais tout à l'heure, publié une lettre, la seule d'ailleurs, qui a été publiée en France en 98, qui était au fond un appel politique de la part de Massoud. Néanmoins, là vous faisiez référence aux années 90, les guerres civiles, etc.
Massoud lui-même a aussi été imbriqué dans des massacres, notamment contre les Hazaras, je crois. Euh, Comment est-ce que ça n'a pas joué contre Massoud, ce moment-là précisément? Si, je pense, et c'est une situation. Alors ça se passe en 96, donc Massoud il n'a pas encore quitté Kaboul, il est complètement encerclé, il est bombardé dans tous les sens, il sait qu'il va devoir évacuer Kaboul, il donne l'ordre d'ailleurs d'évacuer Kaboul, il restait 3000 combattants à peu près, donc c'était perdu, 3000 combattants démotivés, mal armés, etc. etc. Et on parlait des malédictions afghanes tout à l'heure, donc la multiplication des ethnies, ça implique des haines ethniques. Et en Afghanistan, tout le monde déteste les Hazaras. C'est l'ethnie détestée par tout le monde. Il y a eu un début de purification ethnique d'ailleurs des talibans envers les Hazaras. Et en 96, avant de quitter Kaboul, les troupes de Massoud ont bombardé le quartier Hazara. Ont vraiment bombardé le quartier Hazara. C'était la première fois. C'est vraiment une ombre là pour le coup sur le personnage de Massoud. Et je lui en ai parlé à cette époque-là, puisque j'y étais. J'en ai parlé aussi plus tard, etc. Il me dit, mais je n'ai jamais donné cet ordre-là. Je n'ai jamais donné cet ordre-là, mais on était en pleine débandade que des petits chefs, des petits commandants de secteurs ont donné l'ordre de bombarder, histoire de vider les haines, de solder les haines. Et surtout que les combattants tadjiks avaient une revanche à prendre, parce que pendant la guerre civile, les Hazaras qui faisaient des prisonniers tadjiks ne leur faisaient pas beaucoup de cadeaux. Donc en fait, c'était haine contre haine, haine contre haine. Il n'en reste pas moins que ça reste effectivement une ombre ça écorne sérieusement l'image de Massoud, je suis tout à fait d'accord. Ce qui n'empêche que pour moi, ça restait quand même le seul Afghan, et ça reste toujours le seul Afghan qui aurait pu sauver le pays. Haine contre haine, ça résume un peu quand même Oui, haine ce contre haine. pays. Oui, oui, oui. Haine contre haine. C'est ça depuis toujours. C'est ça depuis toujours. Jean-Marie Montagny, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Je rappelle le titre de votre livre, Les larmes de Kaboul, aux éditions du Cerf. Merci bien. C'est moi.